Dans cet exercice, on s'intéresse à la synthèse du paracétamol à partir du para-aminophénol et de l'anhydride éthanoïque, et la transformation est ici supposée totale. Et les questions portent sur les différentes étapes de la synthèse. Dans cette question, on souhaite connaître les états physiques des deux réactifs de la transformation. Commençons par le para-aminophénol. Pour cela, on indique sur un diagramme de température les domaines des trois états physiques, sachant que le passage de l'état solide à liquide se fait à la température dite de fusion et que le passage de l'état liquide à l'état gazeux se fait à la température d'ébullition. Pour le para-aminophénol, seule la température de fusion de 186 degrés Celsius est connue, mais on voit que la température ambiante de 20 degrés Celsius se situe dans le domaine solide. Le para-aminophénol est donc solide à température ambiante. Pour l'anhydride éthanoïque, la température de fusion est de -73 degrés Celsius et la température d'ébullition de 136 degrés Celsius. 20 degrés Celsius se situant entre les deux températures, l'anhydride éthanoïque est donc liquide à température ambiante. Le montage du chauffage à reflux est constitué d'un support élévateur, d'un chauffe-ballon, d'un réfrigérant à boule dans lequel circule de l'eau depuis le bas vers le haut. Et à l'intérieur du ballon, on a introduit le mélange réactionnel, c'est-à-dire le mélange des deux réactifs, ainsi que des pierres-ponces pour réguler l'ébullition. Et l'intérêt du chauffage à reflux est de condenser les vapeurs qui s'élèvent du mélange réactionnel à l'intérieur du réfrigérant, et ainsi d'éviter les pertes de matière. Le protocole indique qu'après la première étape de transformation des réactifs, on plonge le mélange réactionnel dans un bain d'eau glacée, une deuxième étape que l'on souhaite justifier ici. D'après le tableau de données, on voit que la solubilité du paracétamol, le produit formé à la fin de la première étape, est très grande à 100 degrés Celsius, dans le solvant qui est ici de l'eau introduite dès le début de la transformation. Le paracétamol est donc très soluble dans l'eau à chaud. Or, cette solubilité diminue avec la température. Il peut donc moins s'en dissoudre à froid dans un même volume. Et ce qui ne peut pas se dissoudre va cristalliser. L'utilisation de l'eau glacée a donc pour objectif de baisser suffisamment la solubilité du paracétamol pour qu'il cristallise entièrement. Comme on vient de le dire, le mélange réactionnel à chaud contient le paracétamol mais dissout. Et pour le faire cristalliser, il faut plonger le mélange réactionnel dans un bain d'eau glacée pour faire apparaître les cristaux. Pour isoler les cristaux, il suffit de filtrer le mélange réactionnel, mais pour plus d'efficacité, la filtration se fait sous vide, c'est-à-dire sur un entonnoir Büchner. Le fort débit d'eau ici crée à l'intérieur de la fiole à vide un vide partiel qui crée un effet d'aspiration sur le liquide que l'on verse au-dessus de l'entonnoir. Et on récupère sur le papier filtre sur l'entonnoir Büchner les cristaux essorés. À l'issue de la deuxième étape dont on vient de parler, il apparaît des cristaux blancs notés P1 dont on réalise une chromatographie et la migration du dépôt fait apparaître deux taches. On en déduit que ces cristaux ne sont pas purs mais sont un mélange de deux espèces chimiques, raison pour laquelle on réalise dans une troisième étape une purification à l'issue de laquelle on obtient des cristaux notés P2 dont on fait à nouveau une chromatographie et cette fois la migration du dépôt fait apparaître une seule tache. On en déduit que les cristaux sont cette fois-ci purs et la tache est arrivée à la même hauteur que du paracétamol commercial. On en déduit donc que ces cristaux purs sont des cristaux de paracétamol. On en déduit que la purification a réussi. Et pour terminer, on souhaite calculer ici le rendement de la synthèse, le rendement étant le rapport de la quantité de matière de paracétamol notée grand P obtenue expérimentalement sur la quantité maximale que l'on peut en obtenir théoriquement à partir des quantités connues des deux réactifs. Et on remarque qu'en multipliant numérateur et dénominateur par la même masse molaire, celle du paracétamol, le rendement est aussi le rapport des masses correspondantes. Et on connaît déjà la masse expérimentale qui est ici de 10,5 g. Il reste donc à calculer la quantité maximale prévue théoriquement, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une transformation totale.
Il faut donc connaître le réactif limitant et pour cela on calcule les quantités de matière des deux réactifs para-aminophénol et anhydride éthanoïque. Par définition, la quantité de matière est égale à m sur grand M, la masse molaire est en grammes par mol, la masse en grammes. Gramme sur gramme se simplifiant, il reste des mols moins 1 au dénominateur, soit des mols au numérateur, qui est l'unité de la quantité de matière. Pour le para-aminophénol, il suffit de remplacer par les valeurs numériques, car on connaît la masse introduite. 10,0 g divisé par la masse molaire de para-aminophénol, qui est ici de 109,0, soit une quantité de matière de 0,0917 mol. Pour l'anhydride éthanoïque, on ne connaît pas la masse, mais le volume introduit. On relie donc la masse au volume grâce à la masse volumique, M égale le produit masse volumique volume. La masse molaire est en grammes par mol, la masse volumique est en grammes par millilitre, le volume devra donc être laissé en millilitres. Gramme sur gramme se simplifie, millilitre moins 1 fois millilitre se simplifie également, il reste des mols moins 1 au dénominateur, soit des mols au numérateur comme la quantité de matière. On remplace par les valeurs numériques, 1,08 la masse volumique de l'anhydride éthanoïque fois 12,0 millilitres divisé par 102,0 et on trouve une quantité de matière de 0,127 mol. On calcule maintenant le rapport des quantités introduites qui vaut ici 0,722 et on le compare au rapport stoichiométrique des deux réactifs qui est ici de 1 sur 1. Le rapport introduit étant inférieur au rapport stoichiométrique, le réactif du numérateur est donc limitant, c'est-à-dire le para-aminophénol. Et d'après la stoichiométrie de l'équation, on voit qu'une mole de para-aminophénol, qui est le réactif limitant consommé, il se forme une mole de paracétamol, c'est-à-dire la même quantité. On en déduit donc que la quantité théorique de paracétamol qu'il se forme est égale à la quantité initiale de para-aminophénol, le réactif limitant, c'est-à-dire 0,0917 mol. On en déduit la masse théorique de paracétamol en multipliant la quantité de matière par la masse molaire et on trouve une masse de 13,8 g que l'on remplace dans le rapport du rendement et on trouve un rendement de 0,76, soit 76%.